Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à 2015, disons une dizaine d'années. Au nord de l'hémisphère nord est en train de se jouer un grand jeu qui est difficile à percevoir aujourd'hui. Donc essayons de former le puzzle géopolitique et économique qui est en train de se composer depuis quelques années. Voici le Canada, et au nord, la frontière de ce pays avec l'océan Arctique. Là, sur cette zone que vous voyez là, deux points de vue diplomatico-juridiques s'opposent. L'argument porte sur l'interprétation de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, et les États en litige sont le Canada et les États-Unis. Rapprochons-nous pour bien voir la région de la frontière nord du Canada. Voici la ligne de base qui enserre l'archipel arctique, les 12 000 nautiques des eaux territoriales, puis les 200 000 nautiques de la zone économique exclusive. Eh bien, pour Ottawa, les eaux à l'intérieur de la ligne de base relèvent des eaux internes du Canada, réglementées en vertu des dispositions du droit de la mer, mais pour les États-Unis, cela relève du statut des détroits internationaux au titre de l'article 37 de la Convention sur le droit de la mer, qui assure la liberté de navigation à tout navire. Alors pour le moment, il n'y a pas de renvoi du litige à la Cour d'arbitrage international de La Haye, sauf que les États-Unis ne veulent pas que le Canada soit en droit de fermer la navigation à cet endroit-là. Alors que pour Ottawa, ce n'est pas affaire de prestige national, mais affaire de prudence. Il s'agit d'un besoin de contrôle sur un détroit, à l'image de ce qui peut se faire à Panama ou dans le détroit des Dardanelles. Et ceci dans l'hypothèse où le trafic maritime se multiplierait dans les années à venir. Alors pourquoi une telle hypothèse ? On assiste à une intensification des recherches dans le sous-sol, les ressources minières se révélant importantes dans l'île d'Ellesmere, la découverte de pétrole et de diamants, dans l'île de Melville, gisement de gaz et de diamants, dans celle de Somerset, là aussi des diamants, dans l'île de Cameron, gisement de pétrole, dans la mer de Beaufort, sur les deltas de Mackenzie, se trouverait 1,5 milliard de barils de pétrole et 360 milliards de mètres cubes de gaz, selon le ministère des Affaires indiennes du gouvernement canadien. À Nanisivik, au nord de la terre de Baffin, on trouve des ressources en plomb, en argent, en zinc. À travers le Nunavut et les territoires du nord-ouest, on a une multiplication des indices géologiques de kimberlite, cette roche qui renferme souvent des filons diamantifères. Alors si ce potentiel minier de l'Arctique se confirme, il en résulterait un trafic maritime grandissant, tant pour la construction que la logistique des ports, les évacuations des mines, le transport des pondéreux. Et c'est là qu'il convient de faire la corrélation entre deux paramètres. L'un, c'est la conjoncture climatologique de ce début du XXIe siècle, l'autre, c'est la position sur le globe terrestre de ce passage. Alors d'abord, la conjoncture climatologique. Je vous rappelle que l'hémisphère nord est recouvert de glace et que le point géographique du pôle Nord n'est pas sur Terre, il est sur l'océan glacial arctique. Et la banquise arctique a cette superficie en été et celle-là en hiver. Autant de glace donc qui bloquent précisément le passage du nord-ouest. Or, depuis la fin de la décennie 90, la banquise diminue en épaisseur, en superficie et en durée de présence. Dans les 20 ans qui viennent, le passage du nord-ouest pourrait être libéré parce que soumis aux conséquences du réchauffement climatique, donc pourrait être utilisé par les cargos. Pour être plus précis, en 40 ans, la surface de la banquise a été réduite de 14%. Son épaisseur a diminué de 42%. L'eau est plus chaude, moins salée, ce qui fait que l'embâcle est plus tardive et la débâcle de printemps plus précoce, d'environ 3 semaines. À Iqaluit, capitale du Nunavut canadien, par exemple, la glace de mer se forme plus tard et elle fond plus tôt. Alors, une telle fonte des glaces a deux conséquences économiques. L'accès aux mines devient possible, celle que j'évoquais tout à l'heure, et puis aussi, rien moins que l'ouverture d'une nouvelle route maritime internationale majeure. Pourquoi ? Regardons une carte en projection polaire. C'est par la mesure de la rotondité de la Terre que l'on comprend ce qu'offre un tel passage maritime. Le passage du Nord-Ouest est connu par les explorateurs et les navigateurs
pour avoir été tenté plusieurs fois depuis le XVIe siècle. Frobisher, Davis, Hudson, Baffin, Ross, Franklin, ils ont d'ailleurs laissé leur nom à des territoires géographiques. Il s'agissait pour eux de trouver la route de l'Orient au départ de l'Europe ou au départ de l'Amérique en contournant par le nord afin de déboucher sur les rives de l'Asie. Eh bien, nombreux parmi ceux qui tentèrent ce passage échouèrent, succession de tentatives, succession d'échecs à cause de la glace hiver comme été. Eh bien, aujourd'hui, pour aller de l'Europe vers l'Asie, entre Londres et Osaka, disons, le trajet par cargo est de 23 300 km en passant par le canal de Panama, 21 200 par le canal de Suez, et il serait de 15 700 par le passage du Nord-Ouest. Et en plus, une telle route polaire n'impose aucune limite de gabarit, ni de tirant d'eau aux navires qui l'empruntent, contrairement aux canaux creusés que sont Panama et Suez. Alors, des compagnies de navigation en escomptent évidemment gain de temps, gain de fuel, donc baisse du coût des équipages, et peut-être même baisse des primes d'assurance. Sauf qu'il y aura toujours, hiver comme été, de la banquise dérivante. Donc peut-être qu'il faudra utiliser des cargos à coque, à double fond ou à coque renforcée, ou des navires accompagnés de brise-glace afin de rassurer les assureurs. En tout cas, les études actuelles en ce début du XXIe siècle estiment que dans 25 ans à peu près, le trafic pourrait représenter plusieurs milliers de navires par an. Alors tout cela explique, vous voyez, pourquoi le Canada tient à définir les normes des navires qui accéderont aux eaux de l'archipel arctique. Il est là, et là comme ailleurs, indispensable de tout prévoir pour éviter les accidents. On se souvient de la pollution majeure engendrée par le naufrage de l'Exxon Valdez en mars 1989 au large de l'Alaska. En plus, il faut prévoir que la fonte des glaces libérera des icebergs immenses compactés par les siècles, ce qui augmentera le risque de glace dérivante, donc des risques de sauvetage complexes, coûteux, accompagnés de pollution à longue rémanence. Et puis, il y a un domaine que l'on n'a pas évoqué aujourd'hui, ce sont les questions militaires. Si, dans une vingtaine d'années, le passage du Nord-Ouest devient effectivement un détroit international important, le Canada ne pourra assurer qu'une faible présence militaire. En 2004, par exemple, ce pays dispose d'un ou deux gardes-côtes, quelques rangers dans les villages inuits. Or, un canal d'importance internationale devra forcément être assuré d'une présence militaire forte pour éviter la piraterie maritime ou le terrorisme. Alors, que retenir de cet exercice ? Eh bien, on voit l'utilité de corréler les questions de souveraineté, de climat, de transport, de pollution. Voilà, fin de cet exercice. La géopolitique requiert de croiser les données, mais au moins cela permet de voir loin. Si vous êtes intéressé par cette région, ou plutôt si vous êtes sensible à la beauté et à l'intérêt de cette région, vous pouvez lire ou acheter cette revue qui s'appelle Chemin d'étoiles, qui est éditée régulièrement chez l'éditeur français Transboréal, sur les imaginaires du Grand Nord, une revue qui parle et de cette nature et des peuples qui vivent là. Vous pouvez aussi justement vous intéresser au passage du Nord-Ouest, mais à la voile. Olivier Pitras a écrit ce livre, La Voie des glaces, qui est édité chez Transboréal, et il raconte son passage du Nord-Ouest avec son voilier. Et puis cette corrélation entre les données, nous avons pu les faire grâce aux travaux d'un chercheur qui s'appelle Frédéric Lasserre, qui est chercheur à l'Institut québécois des hautes études internationales. C'est un géographe à l'Université Laval de Montréal. Il travaille particulièrement sur les questions de l'eau, dont il a publié un livre, L'eau, un enjeu mondial, aux éditions Le Serpent à plumes. Et il prépare pour janvier 2005, aux presses de l'Université de Québec, un livre sur le passage du Nord-Ouest comme enjeu géopolitique. Alors si vous voulez ces références, vous pouvez vous référer au site du dessous des cartes, arte-tv.com.